Ici rime. Si tu m'entends, c'est que tu as franchi la frontière, celle où la raison s'éteint et où les murmures commencent. Bienvenue dans les murmures de rime. La maison hantée de Saint-Dizier. Saint-Dizier, Haute-Marne. Une petite ville de l'est de la France, traversée par la Marne, bordée de forêts épaisses et de routes étroites où la brume s'attarde toujours un peu plus longtemps qu'ailleurs. Ce soir-là, l'air était froid, presque coupant. Les réverbères diffusaient une lumière jaune, tremblante, qui peinait à repousser l'obscurité. Au bout de la rue des Varennes, un vieux portail grinçait encore lorsqu'on le poussait. Derrière, se tenait une demeure en pierre grise, bâtie au XIXe siècle. Une maison sans âge, ni vraiment belle, ni vraiment laide, mais lourde, comme si ses murs respiraient le souvenir de quelque chose que le temps n'avait pas su effacer. On l'appelait la maison des Sœurs Blanches. Personne ne se souvenait exactement pourquoi. Certains disaient qu'avant la guerre, elle avait abrité un petit couvent de religieuses. D'autres parlaient d'un hospice pour jeunes filles. D'autres encore, plus discrets, préféraient ne pas en parler du tout. Les voisins, eux, savaient seulement qu'elle était vide depuis des années. Enfin vide, selon ce qu'on voulait bien croire. Car parfois, la nuit, des éclats de lumière filtraient entre les volets. Des bruits aussi. Des pas, un froissement, une porte qui claque, une voix basse, presque un souffle. La maison appartenait désormais à un certain Jean Morel, un artisan local. Il l'a achetée en 2014 pour une somme dérisoire, avec l'idée d'en faire un gîte. Il n'y croyait pas aux histoires de fantômes. Il disait les vieilles maisons font du bruit, c'est tout. Mais dès la première nuit, il avait compris que celle-ci ne faisait pas que du bruit. Le premier soir, Jean s'était contenté d'apporter un matelas, une lampe de chantier et un petit chauffage d'appoint. L'électricité venait d'être rétablie, mais l'installation était ancienne. Les plombs sautaient souvent. Vers minuit, alors qu'il s'endormait à demi dans le salon, un bruit sec l'avait réveillé. Pas un craquement du bois, ni un vent dans les volets. Non, un bruit plus clair, comme si quelqu'un avait fait tomber un objet métallique dans la pièce d'à côté. Il s'était levé, torche en main, persuadé qu'un animal s'était faufilé. La pièce voisine, une ancienne cuisine, était vide. Sur le sol poussiéreux, il distingua pourtant une trace fraîche, une empreinte de pas, fine, nette, trop nette. Il resta longtemps à la contempler, puis haussa les épaules. L'humidité, murmura-t-il. La poussière bouge toute seule. Il retourna se coucher, mais le sommeil refusa de venir. Dans le silence, la maison semblait respirer. Les murs craquaient, comme sous la pression d'une main invisible. Et à un moment, il en fut sûr, il entendit 3 coups, sourds, réguliers, venant du grenier. 3 coups, et puis plus rien. Le lendemain, il fit venir un électricien. L'homme, en entrant, avait marqué un temps d'arrêt. Elle est particulière, votre maison. Jean avait ri. Vous aussi, vous sentez quelque chose. L'autre avait esquivé la question. La visite dura 1 heure. Quand l'électricien ressortit, il était pâle. Vous avez une ligne qui passe derrière le mur nord, dit-il. Mais ce mur est plein. Il ne devrait pas y avoir de passage. Jean lui répond qu'il vérifierait plus tard. Il ne le fit jamais. Ce soir-là, alors qu'il mangeait seul, il entendit un rire, lointain, d'enfant. Un rire clair, pur, comme venu d'un autre temps. Le grenier. Depuis qu'il était arrivé, Jean n'y avait encore jamais mis les pieds. L'escalier qui y menait était raide, couvert d'une poussière épaisse, et la trappe grinçait dès qu'on la touchait. Pourtant, c'était bien de là-haut que venaient des bruits. Ces coups sourds, toujours au même rythme, comme une présence patiente qui frappe pour rappeler qu'elle est là. Une fin d'après-midi de novembre, le ciel s'assombrissait déjà quand il décida d'y monter. Il prit sa lampe frontale et poussa la trappe. Une odeur monta aussitôt,
un mélange d'humidité, de suie et de fleurs fanées. L'air y était plus froid que dans le reste de la maison, comme si le temps y avait gelé. Les premiers mètres furent banals. Vieilles malles, journaux jaunis, quelques meubles renversés. Mais au fond, sous une poutre fendue, il découvrit une chaise en bois d'enfant, toute seule, tournée vers le mur. Et sur le mur, des dessins, des formes d'enfants, tracées au charbon, des maisons, un soleil, trois silhouettes, et au centre, un cercle noir, entouré d'éclats rouges comme des flammes. Jean resta figé. Les dessins semblaient récents. Il toucha le mur. La poussière avait été déplacée. Quelqu'un ou quelque chose avait dessiné là, récemment. Il redescendit lentement, le cœur battant, et décida d'en parler à son voisin le plus proche, M. Girard, un ancien cheminot qui habitait la maison voisine depuis plus de 40 ans. Girard fronça les sourcils dès qu'il entendit le mot grenier. Ah, vous l'avez ouvert? Oui, pourquoi? Il vaut mieux éviter, vous savez, il y a eu des drames là-dedans. Assis autour d'un café, Girard raconta. En 1954, un couple de commerçants, les Brunet, avait acheté la maison. Ils avaient 2 enfants, Louise et Antoine. Un soir d'hiver, le père fut retrouvé pendu dans le grenier. Officiellement, un suicide. Mais le curé du village, lui, aurait refusé de bénir le corps, car disait-il, l'homme ne s'était pas tué tout seul. Après cette mort, la mère perdit la raison et fut internée. Les enfants placés ailleurs. Et depuis, la maison n'avait jamais gardé de propriétaire plus de quelques années. Ils entendaient des pleurs, poursuivit Girard d'une voix basse. Des pleurs et parfois des pas d'enfants juste au-dessus du lit. Et toujours à la même heure, 3h12. Jean tenta d'en rire, mais au fond, une angoisse s'était installée. Une peur calme, tenace. Cette nuit-là, il posa un dictaphone au bas de l'escalier pour vérifier. Au matin, il écouta l'enregistrement. D'abord, rien que le silence. Puis, à 3h12 précisément, un léger grincement. Et une voix d'enfant. Un murmure, presque inaudible. Il dort. Les jours suivants, Jean tenta d'oublier. Il travaillait plus tard le soir, la radio allumée à plein volume pour ne pas entendre les bruits de la maison. Mais à chaque fois que l'horloge passait 3 heures, son attention se figeait malgré lui, et systématiquement, quelque chose changeait dans l'air, comme une tension invisible, un frisson qui traversait les murs. Il se mit à remarquer d'autres détails. Les portes qu'il laissait ouvertes se refermaient seules. Des cadres tombaient sans raison, et parfois, dans le couloir, une lumière douce apparaissait sous la porte du grenier. Une lueur mouvante, dorée, presque chaude, comme celle d'une bougie. La première fois, il pensa à un reflet de la rue, mais les volets étaient clos. La seconde fois, il monta avec la lampe à la main, et rien. Le grenier était plongé dans le noir complet, immobile. Mais le lendemain matin, en montant de nouveau, il trouva sur le sol un objet qu'il n'avait jamais vu avant. Une petite médaille en argent, noircie par le temps. Une vierge à l'enfant, très usée, percée d'un trou pour y passer un fil, et derrière, gravées à la main, les lettres LB. Louise Brunet, l'enfant du drame. Il garda la médaille dans la cuisine, posée sur la table. Depuis ce jour-là, les phénomènes changèrent. Moins violents, mais plus précis. Comme si la maison réagissait à sa présence. Un soir, il sentit une odeur de cire et de linge propre, une odeur d'autrefois. Puis un murmure, léger, dans son dos. Pas une voix, un mot, un souffle. Regarde. Il fit volte-face. Personne. Mais sur le mur, le papier peint se décollait, laissant apparaître un motif dissimulé dessous. Des petites fleurs bleues et un prénom écrit au crayon. Louise. Ce fut à ce moment qu'il appela Claire, une amie journaliste locale passionnée d'histoires étranges.
Elle accepta de venir avec une caméra et un micro. Leur projet, documenter la maison sans chercher à prouver quoi que ce soit. Juste enregistrer. Ils passèrent leur première nuit sur place le 12 décembre 2015. Rien, pendant des heures. Puis, à 3 heures passées, la température chuta brutalement. Leur souffle devint visible, et la lumière réapparut sous la porte du grenier. Claire s'approcha, caméra en main. Quand elle posa la main sur la poignée, un bruit de pas résonna au-dessus d'eux. Lent, irrégulier, puis une course d'enfants rapide, suivie d'un rire étouffé. La poignée tourna d'elle-même, puis s'entr'ouvrit. Une bouffée d'air glacé jaillit, et dans ce souffle, leurs lampes vacillèrent. Claire recula, tremblante. Jean resta figé. Sur le mur du couloir, projeté par la lumière, une ombre fine semblait passer et disparaître. Ils redescendirent sans un mot. Le lendemain, en visionnant la bande vidéo, ils constatèrent que l'image tremblait au moment de l'apparition. Mais, pendant 2 secondes, très clairement, une silhouette blanche traversait le champ. Petite, d'enfant. Claire tenta de rationaliser. Jean, lui, commençait à comprendre. La maison ne voulait pas être abandonnée. Elle voulait être écoutée. Les jours suivants furent plus calmes, presque trop. La maison semblait s'être apaisée, comme si elle observait. Jean et Claire décidèrent d'enquêter plus loin, d'essayer de comprendre qui était vraiment cette Louise Brunet. Ils se rendirent à la mairie de Saint-Dizier. Dans les archives, une employée âgée, Madame Duval, les accueillit avec une réserve polie. Elle connaissait bien la maison. Ah, celle des Varennes. Oui, on en a parlé ici, beaucoup, mais on préfère pas remuer ces affaires-là. Après quelques hésitations, elle accepta finalement de leur montrer les registres. Des cahiers reliés de cuir, odorants de poussière et d'encre sèche. En feuilletant les pages, Claire lut à voix haute. Brunet Louise, née en 1947, décédée, jamais déclarée. Il n'y avait aucune date de mort, juste une mention à l'encre rouge, disparue, dossier clos 1955. C'est l'année qui suit la mort du père, murmura Jean. Plus il cherchait, plus les anomalies s'accumulaient. Une coupure de presse jaunie, collée entre 2 registres, évoquait un incendie inexpliqué survenu rue des Varennes. 4 blessés, dont un prêtre, le père Benoît Laroche, gravement brûlé. Le corps d'un enfant aurait été retrouvé dans les décombres, mais jamais identifié officiellement. L'article précisait: des voisins auraient vu une silhouette blanche dans la fumée semblant appeler à l'aide. L'air dans la salle s'était soudain alourdi. Claire avait cessé de parler. Jean observait la feuille, fasciné. Une silhouette blanche. Un prénom sur un mur. Une médaille posée sur sa table. Tout semblait s'imbriquer. Avant de partir, Madame Duval leur montra un dernier dossier, réservé aux faits divers non résolus. Sur la couverture, une annotation. Maison Brunet, présence signalée 1978, 89 et 2002. À l'intérieur, des lettres anonymes adressées à la mairie. Des lumières chaque nuit comme des bougies dans les fenêtres, des pleurs d'enfants derrière les murs, des murmures dans la cour. Le mot murmure revient plusieurs fois, écrit d'une main tremblée, presque effacée. En rentrant chez lui ce soir-là, Jean sentit la maison différente, comme si elle avait entendu qu'on avait prononcé son nom. Dans la cuisine, la médaille brillait faiblement, bien qu'aucune lumière ne l'atteigne. Il s'assit face à elle, et sans comprendre pourquoi, il dit simplement: Louise, je sais que t'es là. Une réponse, pas une voix, un souffle, un murmure de nouveau, puis un bruit, étouffé dans le grenier, quelque chose de lourd qu'on déplace. Il monta lentement chaque marche, craquant comme un avertissement. La trappe s'ouvrit d'elle-même.
Et là, sous la poutre, la petite chaise avait bougé. Elle n'était plus tournée vers le mur, mais vers lui. La nuit suivante, le vent souffla plus fort que d'habitude. Les grands arbres du jardin semblaient s'incliner vers la maison, leurs branches frottant contre les vitres comme des doigts impatients. Jean ne dormait plus. Il restait assis, à son bureau, face à la fenêtre du grenier, là où il avait trouvé la chaise déplacée. Le silence, d'abord total, se fit bientôt habiter. Un léger grattement dans le mur, un craquement dans les solives, et puis ces 3 coups, toujours 3, espacés, réguliers. Il descendit les marches sans allumer la lumière. La maison semblait respirer, comme chaque planche émettait un soupir, chaque porte un souffle. Dans la cuisine, la médaille reposait toujours sur la table, mais un détail le glaça. Elle avait été déplacée de quelques centimètres, et sous elle, un petit mot griffonné. Pourquoi m'as-tu oublié? Jean recula, son cœur battant à tout rompre. Personne n'était entré, il en était certain. Il prit son téléphone, voulut appeler Claire, mais une interférence étrange remplit le combiné. Un mélange de chuchotement et de respiration profonde. Une voix d'enfant s'y glissa. Il faut les retrouver. Puis plus rien. Le lendemain matin, Claire arriva sans prévenir. Elle avait mal dormi elle aussi. Des cauchemars, des cris d'enfant encore et encore. Ensemble, ils décidèrent de fouiller le grenier en plein jour. Sous les planches, ils découvrirent un vieux jouet en bois, rongé par l'humidité, un petit cheval à roulettes. Et sous le jouet, une boîte métallique. À l'intérieur, une photo sépia, un homme en soutane, un enfant blond dans ses bras. Au dos, une phrase. Pour ma chère Louise, Père Benoît, 1954. Claire sentit un frisson lui parcourir la nuque. C'est le prêtre de l'article, murmura-t-elle. Jean hocha la tête. Tout s'imbriquait, comme si la maison reconstituait lentement sa mémoire. Le soir, ils décidèrent de rester dans le salon à la lueur d'une bougie. L'atmosphère était presque calme, mais vers minuit, le silence bascula. Un pas sur le plancher, puis 2, puis 3. La bougie qui se met à vaciller, projetant sur le mur l'ombre d'une petite fille. Claire sentit sa gorge se serrer. Jean, elle est là. La silhouette resta immobile, comme dessinée par la lumière. Une robe ancienne, une tresse, les bras le long du corps. Et puis, un mouvement lent, un geste presque doux, la main levée, pointant vers la cheminée. Jean s'approcha. Sous la suie, il distingua une trappe, scellée. Il la força avec un tournevis, et la planche céda dans un nuage de poussière. Derrière, un petit espace creux, et dedans, une boîte en fer noircie, presque fondue. Il l'ouvrit, un journal d'enfant, partiellement brûlé, les mots encore lisibles disaient « Papa ne veut pas que je parle au père Benoît. Il dit qu'il n'est pas un vrai ami. Je crois qu'il va revenir ce soir. J'ai peur. J'entends maman pleurer. Je vois des lumières rouges dans le couloir. » Jean sentit son estomac se nouer. Le feu, le secret. Louise n'avait pas disparu. Elle avait été cachée. Le vent se leva soudain, soufflant la bougie. Une voix d'enfant résonna dans le noir. Ils ont menti. Puis un cri, aigu, perçant, venu du grenier. La même voix hurlant cette fois. Pourquoi m'as-tu laissé? La maison vibra jusque dans ses fondations. Les murs semblaient gémir. Les meubles tremblaient. Claire hurla. Jean tenta de descendre l'escalier, mais une force invisible le retint. La médaille tomba au sol, se brisant net. Une lumière blanche envahit alors le salon, aveuglante, froide, pulsante. Et dans ce halo, il la vit, Louise. Son visage n'était ni menaçant ni paisible, mais empli,
d'une douleur ancienne. Elle tenait la main d'un enfant invisible, et dans un souffle à peine audible, elle dit: Dis-leur que je n'ai pas brûlé seule. La lumière s'éteignit, et tout redevint silence. Le lendemain matin, Saint-Dizier se réveilla sous une brume lourde, une de ces brumes qui collent à la peau et semblent étouffer les sons. Jean et Claire, encore hagards, n'avaient presque pas dormi. La maison paraissait calme, trop calme. Mais dans les recoins, une odeur de cendre persistait, comme si la cheminée avait brûlé la nuit entière. Claire proposa de contacter la mairie. Jean, lui, voulait comprendre avant d'alerter qui que ce soit. Il se souvenait des mots: Dis-leur que je n'ai pas brûlé seul. Alors, il se rendit à la bibliothèque municipale, un bâtiment ancien qui sentait la poussière et le papier humide. Derrière le comptoir, une femme âgée leva les yeux de son registre. Vous cherchez quelque chose de précis? Jean hésita, puis répondit simplement: Le nom du père Benoît et la maison du chemin de la Croix. Un silence. La bibliothécaire se redressa, lentement. Ah, cette maison. Son ton changea, plus bas, presque complice. Vous n'êtes pas les premiers à poser des questions. Elle sortit un vieux dossier relié par une ficelle. À l'intérieur, des coupures de journaux, datés de 1955. Incendie dramatique à Saint-Dizier, une famille décimée. Le père Benoît mis en cause. L'Église dément toute implication. Et un article sans photo, simplement titré Les enfants de la brume. Jean lut à voix basse. 3 enfants, cachés dans la cave par peur d'un homme d'église. Seule l'aînée, Louise, aurait tenté de fuir. Le feu aurait tout pris avant qu'elle ne puisse sortir. Claire, qui l'écoutait, sentit un frisson lui parcourir le dos. Tout concordait. Mais alors, pourquoi maintenant? Pourquoi eux? La bibliothécaire s'approcha, baissant encore la voix. Vous savez, certaines nuits, des habitants jurent encore voir la fumée s'échapper de cette maison, et parfois ils entendent les cloches de la petite chapelle, alors qu'elles ont été fondues depuis bien longtemps. Jean referma doucement le dossier. Il savait ce qu'il devait faire. Il fallait aller à la chapelle. La chapelle se trouvait à quelques centaines de mètres de la maison, dissimulée sous les ronces et la mousse. Une bâtisse en pierre grise, presque engloutie par le temps. La porte grinça quand il la poussa. L'intérieur sentait le bois pourri et le vin de messe oublié. Sur l'autel, un crucifix brisé. Et, derrière, un tableau mural effacé par la suie. Une représentation du purgatoire. Des âmes tendant les bras vers la lumière, brûlant dans des flammes peintes avec une minutie presque malsaine. Claire éclaira le sol avec sa lampe. Des traces, des marques de pas récentes dans la poussière. Des pas d'enfants. Jean s'agenouilla, effleurant la pierre. Elle était tiède. Sous ses doigts, une vibration, comme un battement. Alors, un souffle traversa la pièce, et la voix, encore elle. Ils n'ont jamais prié pour nous. Les chandeliers renversés se mirent à trembler. La lumière de la lampe vacilla. Un bruit sec retentit derrière l'autel. Jean sursauta. Une dalle venait de se soulever légèrement. Ils l'écartèrent, découvrant une trappe, étroite. L'air qui s'en échappa sentait le feu, la suie et le sang séché. En bas, un couloir de pierre s'enfonçait dans l'ombre. Des croix gravées sur les murs, et sur la dernière marche, un dessin, au charbon. 3 silhouettes d'enfants se tenant la main, un homme sans visage. Claire murmura, la gorge serrée. C'est ici qu'il se cachait. Jean hocha la tête, mais ses yeux fixaient quelque chose de plus inquiétant. Sur la paroi du fond, gravé avec une pointe métallique, un mot unique, écrit à plusieurs reprises, dans une écriture d'enfant: mensonge.
La lampe grésilla, puis s'éteignit d'un coup. Un souffle chaud leur frôla les oreilles, et dans le noir total, ils entendirent un murmure collectif, à la fois plaintif et accusateur. Tu as promis. Quand la lampe se ralluma, il n'y avait plus personne derrière eux. Le silence avait changé. Ce n'était plus celui lourd et feutré d'une crypte oubliée. C'était un silence vivant, attentif, un silence qui écoutait. Claire respirait vite. Elle tenait le bras de Jean, les doigts crispés sur sa manche. La trappe, au-dessus d'eux, semblait s'être refermée d'elle-même. Ils étaient prisonniers d'un lieu que le temps avait refusé d'effacer. Jean sortit son téléphone. Plus de réseau. La lumière tremblait sur les murs, révélant d'autres mots gravés. Sauve-nous. Louise ment. Feu purifie. Une phrase revenait sans cesse, tracée par plusieurs mains. Tu as promis de ne pas dire. Claire chuchota. Jean, t'entends ça? Une sorte de chœur s'élevait, presque imperceptible, comme un souffle rythmé. Des voix d'enfants, trop basses pour être distinctes. Elles semblaient répéter un nom, un prénom. Louise, Louise, Louise. Jean s'avança. Le couloir menait à une pièce circulaire, petite, avec un autel effondré. Sous les débris, un coffret en métal noirci. Il le dégagea avec précaution, et à l'intérieur, une médaille de baptême, un morceau de ruban brûlé et une page jaunie, couverte d'une écriture tremblée. 15 février 1955. Père Benoît nous a dit de prier plus fort, que le mal voulait entrer dans nos âmes. Louise a voulu partir. Il a dit qu'elle trahirait notre foi. J'ai eu peur, j'ai fermé la porte. La signature était à peine lisible. Marie-Lou. Claire murmura. Marie-Lou, c'était la plus jeune. Jean leva les yeux. Sur le mur, juste au-dessus du coffret, une tache sombre se dessinait. Non, pas une ombre, un visage. Celui d'une fillette, aux yeux immenses, regardant droit vers eux. Puis il disparut, avalé par la pierre. Ils réussirent à remonter à la surface en forçant la trappe. L'air du jour, pourtant glacé, leur sembla brûlant. La chapelle semblait intacte, comme si rien ne s'était passé. Mais le crucifix n'était plus brisé. Il s'était redressé, suspendu à nouveau au mur, parfaitement centré. Jean sentit un frisson lui traverser l'échine. Sur le bois, à la place du Christ, un nom était gravé. Louise. Les jours suivants furent flous. Claire refusa de retourner dans la maison. Elle dormait à l'hôtel, les rideaux tirés, craignant de voir la lumière venir du jardin. Jean, lui, passait ses nuits dans les archives départementales. Il avait trouvé un rapport oublié, signé d'un certain inspecteur Martin, daté de mars 1955. Un passage retint son attention. Le père Benoît aurait pris sur lui de protéger les âmes des enfants jugés impurs. Des voisins affirment avoir vu de la fumée avant même que le feu ne se soit déclaré. Aucun corps n'a officiellement été retrouvé. Aucun corps? Seulement des cendres. Mais alors, les voix qu'ils avaient entendues. Jean nota les correspondances, les dates, les noms. Un fil invisible se tissait. Tout semblait mener à un lieu, l'ancien orphelinat, fermé depuis les années 60. Une nuit, sans prévenir, il y retourna. La pluie battait fort. La lune disparaissait par moments derrière les nuages. Les fenêtres de la maison brillaient d'une lueur douce, comme si quelqu'un y vivait à nouveau. À l'intérieur, les meubles semblaient déplacés. Sur la table, il trouva une assiette, une cuillère et une bougie allumée. Une voix d'enfant derrière lui demanda doucement. Tu es revenu pour tenir ta promesse? Jean ne répondit pas. La flamme vacilla. Dans le reflet, 3 silhouettes apparurent, 2 filles et un garçon. Leurs vêtements semblaient d'un autre siècle, leurs regards bien trop lucides. Le feu n'était pas un accident, dit la plus grande. Il voulait nous purifier, mais il s'est enfermé avec nous.
Jean fit un pas en arrière. Le plancher grinça sous ses pieds. Les visages des enfants se mirent à se dissoudre dans l'air comme de la fumée aspirée. Une odeur de bois brûlé envahit la pièce, puis, dans un souffle presque tendre, « Dis-leur maintenant, dis-leur la vérité. » La bougie s'éteignit. Le lendemain matin, un voisin aperçut de la fumée sortir de la maison. Quand les pompiers arrivèrent, tout était intact, aucune trace d'incendie, mais sur le mur du salon, un message écrit à la suie. Les promesses brûlent plus longtemps que le feu. Les jours suivants, Jean ne dormit presque plus. Son regard était creusé, ses mains tremblaient souvent sans raison. Il prétendait que tout allait bien, que ce n'était qu'une enquête parmi d'autres, mais Claire voyait bien qu'il ne parlait plus comme avant. Sa voix avait changé de rythme, plus lente, comme si chaque mot devait traverser une épaisseur invisible avant d'atteindre l'air. Il ne parlait presque plus du feu, seulement de ce qu'il appelait les promesses. Une nuit, Jean l'appela d'un ton fiévreux. « J'ai trouvé quelque chose dans les archives paroissiales. » Elle le rejoignit au presbytère. L'endroit sentait la cire et l'humidité. Jean avait étalé sur une table des documents couverts de poussière et un petit magnétophone à bande. « Tu vois ça? C'est le dernier enregistrement du père Benoît, daté du 14 février 1955, la veille du drame. » Il enclencha la bande. Un grésillement, puis une voix, grave, lente, le timbre d'un homme, à bout de foi. « Ils ne comprennent pas. Ils croient que je les enferme. Mais le monde dehors est déjà contaminé. Le feu lavera les âmes, comme l'eau l'a fait jadis. Louise résiste encore. Elle dit entendre les murmures de ceux qui ne sont plus là. Elle ment. Ce ne sont pas des murmures, c'est le mal qui lui parle à elle. » Un choc, un cri étouffé, puis le silence. La bande continua quelques secondes encore avant de s'arrêter brusquement. Claire recula, les larmes aux yeux. « C'est lui qui les a tués ?» murmura-t-elle. Jean hocha la tête, mais quelque chose l'intriguait. Au fond de l'enregistrement, à très faible volume, on distinguait d'autres voix. Un chant, des voix d'enfants récitant des prières déformées. Et juste avant la coupure, un rire d'enfant, cristallin, mais glacé. Jean fit numériser la bande. Le technicien du son, après plusieurs écoutes, lui dit d'un air nerveux: « Il y a une inversion sur les fréquences, comme si la voix du prêtre était superposée à une autre qui n'est pas humaine. » Sur la piste audio, ils isolèrent le fond. Une phrase revenait, plusieurs fois, très distinctement. « Tu as promis, tu as promis. » La même inscription que sur le mur de la crypte. Cette nuit-là, Jean rêva. Il se voyait enfant, debout dans un couloir blanc, tenant une bougie fondue entre les doigts. Devant lui, la fillette du mur, Marie-Lou, lui souriait doucement. « Tu veux savoir, toi aussi ?» Le couloir se mit à tourner sur lui-même lentement, jusqu'à devenir un puits, sans fond. En tombant, il entendit le rire du père Benoît se mêler à celui des enfants. Quand il se réveilla, la bougie du rêve était posée sur sa table de nuit, fondue et encore tiède. Le lendemain, il retourna à Saint-Dizier, déterminé à enregistrer ses propres preuves. Il entra dans la maison avec un micro, un appareil infrarouge et une caméra thermique. Mais rien n'était plus comme avant. Les murs suintaient d'humidité. L'air semblait épais, lourd, vibrant d'un murmure continu. Et sur la table, le magnétophone qu'il avait laissé chez lui tournait, seul. Il approcha, la bande s'enroulait à vide, mais une voix s'en échappait. Pas celle du prêtre, la sienne. « Ils ne comprennent pas, ils croient que je les enferme. » Jean recula, horrifié. C'était sa propre voix, répétant mot pour mot les phrases du père Benoît. Puis, dans un souffle à peine audible, « Le feu lavera les âmes. »
L'appareil s'arrêta net et le silence retomba. Au petit matin, la police entra dans la maison après un appel anonyme. Ils ne trouvèrent personne, mais sur la table du salon, au milieu de la poussière, un mot avait été tracé du bout d'un doigt. Les murmures ne dorment jamais. Et dans un coin, une lampe à huile brûlait encore. Cela faisait 6 jours que Jean avait disparu. La police avait classé l'affaire comme une fugue temporaire. Mais Claire savait. Elle savait que Jean n'était pas parti. Pas vraiment. Depuis son retour de Saint-Dizier, elle ne dormait plus. Dans le silence de son appartement, elle entendait, à certaines heures, ce même son que sur les bandes de Jean. Un souffle régulier, une rumeur à peine perceptible comme un vent qui murmure entre deux murs. Elle tenta de l'ignorer, mais le murmure revenait toujours, chaque nuit un peu plus fort. Alors, au matin du 7e jour, elle prit la route, direction Saint-Dizier. Le ciel était d'un gris, immobile, sans profondeur. La pluie tombait, fine, obstinée. Elle roula sans musique, la voix de Jean résonnant dans sa tête. Les promesses brûlent plus longtemps que le feu. La maison se tenait là, silencieuse, comme endormie. La façade semblait plus ancienne qu'avant, comme si la pierre elle-même s'était fatiguée à résister. Les fenêtres du premier étage étaient scellées par des planches, mais une faible lumière filtrait à travers les interstices. Claire entra. La porte grinça faiblement. L'air à l'intérieur sentait la cire et le métal chaud. Elle sentit une vibration sous ses pieds. Le magnétophone encore. Mais cette fois, il ne tournait pas à vide. Il enregistrait. Une bande fraîche, étiquetée d'une écriture qu'elle reconnut. Chambre 5, interdite. Elle monta les marches. Chaque pas faisait craquer le bois, mais aucun écho ne lui répondait. Au fond du couloir, la porte de la chambre 5 semblait différente, plus sombre, plus haute. Une croix était gravée dans le bois, à la main. Et juste en dessous, un mot. Promesse. Elle posa la main sur la poignée. La température chuta brusquement. La porte s'ouvrit toute seule. À l'intérieur, une pièce, minuscule. Pas de lit, pas de fenêtre. Une chaise, un bureau, et sur le mur du fond une inscription. Celui qui écoute entendra. Sur la table, une lampe à huile brûlait, et devant elle, une photo. Jean. Son visage était figé dans un calme étrange, les yeux grands ouverts, sur le revers, un mot griffonné. Je suis restée. Claire sentit une nausée lui monter à la gorge. Mais alors qu'elle allait reculer, un bruit se fit entendre derrière elle. La porte venait de se refermer, seule, dans l'obscurité. Le souffle revint, d'abord léger, puis plus fort. Il emplissait la pièce, vibrant à travers ses os comme une présence qui se nourrit de sa peur. Des mots indistincts se formaient. Elle crut entendre son prénom, puis celui de Jean, et enfin une phrase complète, chuchotée à son oreille. Tu as promis toi aussi. La lampe vacilla. Des visages apparurent brièvement dans la flamme. Des enfants, un prêtre, une fillette au regard immense. Leurs bouches bougeaient à l'unisson, un murmure unique, une respiration collective. Claire hurla, mais aucun son ne sortit. Elle voulut ouvrir la porte, impossible. La poignée tournait dans le vide. Et puis, tout s'éteignit. Le lendemain, la maison était vide. Les policiers ne trouvèrent ni Claire, ni Jean. Mais dans la chambre 5, le magnétophone fonctionnait encore. Sur la bande, 2 voix, celle de Jean et celle de Claire. Elles semblaient parler, l'une à l'autre doucement, comme si elles étaient ensemble quelque part, ailleurs. Et tout au fond, presque engloutie dans le souffle, une dernière phrase, murmurée, à 2 voix. Nous avons tenu notre promesse.
Les années ont passé, la maison, elle, n'a pas bougé. Pas vraiment. Elle se dresse toujours au bout du chemin, à la lisière des champs. Les habitants du village l'évitent sans trop savoir pourquoi. Certains prétendent entendre certains soirs un murmure venir du grenier, un souffle doux comme celui d'un dormeur. Les plus anciens hochent la tête. Ce n'est que le vent, disent-ils, mais personne ne passe devant après minuit. Un nouvel acquéreur venu de Reims tenta bien d'y emménager. Il resta 2 semaines. Il parlait d'une lampe à huile qui se rallumait toute seule, d'une pièce qui sentait la cire chaude alors qu'il n'y allait jamais. Puis il partit, en laissant les clés sur la table. Aucun mot, juste un enregistrement, oublié dans un tiroir, un bourdonnement constant, et 2 voix, presque effacées par le souffle. Je suis restée moi aussi. Aujourd'hui, les herbes folles envahissent la cour. La porte du hall est à demi ouverte. Si l'on s'en approche, on croit percevoir un parfum ancien, un mélange de cire, de bois brûlé et d'eau stagnante. À l'intérieur, tout est intact. Les meubles, la poussière, la photo jaunie de Jean éclair sur le bureau. Et juste à côté, un magnétophone. Il tourne encore. La bande est usée, presque transparente, mais elle continue de défiler, lentement, comme si elle n'attendait que quelqu'un pour l'écouter à nouveau. Certains soirs, quand la brume descend sur Saint-Dizier, un halo de lumière semble traverser les fenêtres murées. Les voisins disent que c'est un reflet, un camion qui passe, une illusion d'optique. Mais ceux qui ont vu de près affirment que la lueur ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de l'intérieur. Et dans ce halo, on distingue 2 silhouettes, assises, côte à côte, penchées sur un vieux magnétophone. Elles écoutent, elles attendent. La maison de Saint-Dizier respire, et tant qu'elle respirera, quelqu'un, quelque part, entendra ce murmure ancien qui dit « Les promesses brûlent plus longtemps que le feu ». Ici rime, le souffle s'éteint, la voix retombe. Mais quelque part, un autre murmure s'éveille déjà. On se retrouve très bientôt dans les murmures de rime.